tout le monde. Bonjour Fahd. Bonjour Adel. Bonjour professeur Nedjar. Bonjour à tous. Au nom des laboratoires Infamidis, je remercie professeur Nedjar d'avoir animé notre webinaire d'aujourd'hui sur la dyslipidémie. Et je remercie l'ensemble des médecins de leur présence et de leur disponibilité de notre webinaire. À la même occasion, je vous présente Adel Bentaleb, chargé de la communication des laboratoires Infamidis. Bonjour. Et aussi Amina Arbit, chef des produits de spécialité. Moi-même, Fahd Ben Arbia, superviseur centre de la gamme cardio-diabète. Sans trop tarder, je passe la parole à Adel. Bonjour tout le monde. Bonjour chers participants. Je remercie encore une fois professeur Nedjar pour sa disponibilité. Je remercie l'ensemble des participants, l'ensemble des médecins pour leur présence, pour leur ponctualité. Donc, nous allons tout d'abord vous lancer une présentation des laboratoires Infamidis. C'est une présentation institutionnelle des laboratoires Infamidis. Après, nous procéderons à la présentation de professeur Nedjar. Vous pouvez bien sûr poser vos questions à la fin de la communication sur le volet chat. Vous allez poser des questions et nous se chargerons directement à répondre à vos questions, moi et Fahd. Donc, je vous laisse avec la vidéo Infamidis et on va revenir.
Donc, vous étiez avec nous et vous avez vu notre présentation institutionnelle. Ça a parlé un peu des données de la production, des laboratoires Infamedis, de nos futurs projets, Inch'Allah, avec les produits en cours d'enregistrement et qui vont pas tarder, Inch'Allah, à intégrer le marché algérien. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au professeur Nedjar pour sa présentation. Et bon webinaire et bon courage. Bonjour tout le monde, cette invitation, merci pour les laboratoires Infamedis. Je remercie également donc l'association Hakim, c'est ça, pour les médecins de Médéa qui est très active. Vraiment bravo, chapeau pour la région de Médéa, pour toute cette association, toute cette corporation de médecins, pour tout ce qu'ils font. Vraiment bravo. Peut-être certains parmi eux me connaissent. Je travaille au CHU de Blida. On reçoit pas mal de patients de Médéa. Et je sais l'importance du travail qu'ils effectuent, qu'ils réalisent vraiment à leur niveau. Vraiment bravo. Médéa, c'est vraiment une région que ce fut, ce teint, et ce sera toujours un plaisir de collaborer avec les médecins de Médéa. Et donc, merci pour Infamedis de cette initiative afin d'apporter le peu qu'on puisse faire pour eux. Et on le remercie encore. Il y a beaucoup de thèmes qu'on pouvait aborder et sur les entretiens qu'on a eus avec les responsables d'Infamedis et la représentante de l'association Hakim, on a choisi ce thème. On a choisi ce thème puisque c'est l'actualité, puisque ça touche beaucoup de patients. Vous le savez bien, la mortalité cardiovasculaire reste la première cause de mortalité en Algérie comme partout dans le monde. On disait autrefois l'Algérie vit une transition épidémiologique en matière d'épidémiologie. Actuellement, on peut dire qu'on l'a vécu la transition, c'est bon. L'épidémiologie actuelle algérienne, que ce soit maghrébine également, rejoint l'épidémiologie des pays occidentaux en quelque sorte. Comme j'aime bien toujours enchaîner pour dire que, mais malheureusement, c'est pas avec les mêmes moyens, bien sûr. Cependant, traiter et réussir à atteindre la cible thérapeutique en matière des facteurs de risque en général, que ce soit l'HTA, que ce soit le diabète, que ce soit les dyslipidémies, reste loin, vraiment loin d'être acquis. Ça reste vraiment loin d'être acquis. En matière donc de dyslipidémie, qui est un des facteurs de risque, ça serait intéressant quand même de renforcer, d'accentuer les efforts afin d'atteindre notre objectif, enfin l'objectif souhaitable par les recommandations. C'est un travail de longue haleine, de suivi, de sensibilisation, et malheureusement, c'est-à-dire ce n'est pas seulement l'apanage des cardiologues ou des diabétologues ou des internistes, mais c'est surtout la pierre angulaire dans cette chaîne de traitement qui est le médecin de famille, le médecin généraliste, c'est primordial. Et le médecin de famille donc peut, à son niveau, améliorer énormément cette tâche, c'est-à-dire atteindre les cibles thérapeutiques recommandées par les guidelines actuelles. Et pour cela, donc, j'ai essayé de simplifier énormément les messages. C'est ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire prenons les dernières recommandations, prenons un patient de notre vie habituelle, pratique, professionnelle, un patient lambda, essayons de le traiter selon les dernières recommandations, mais avec des messages simples, sans essayer de compliquer les choses. Parce que si on essaie de compliquer les choses, ça va passer à une autre étape. Et dans ce cas-là, on peut même diviser ce topo
que je vais faire aujourd'hui, peut-être en 8, voire 10 topos quand même. Si on veut rentrer dans les détails, que ce soit une conférence académique, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, attention. Aujourd'hui, c'est vraiment purement pratique que je vais présenter. Simplifier les messages pour les retenir, pour les pouvoir les pratiquer vraiment dans la pratique courante. Comme j'ai dit, hein, donc sinon, ce sera un topo de 10 minimum, hein, 10 conférences. Chaque chapitre pourra faire vraiment sujet d'une conférence telle aujourd'hui. Alors, je vous présente ce cas qu'on peut rencontrer dans la vie courante. Il s'agit d'un monsieur P1, âgé de 48 ans, gardien de nuit. Vous savez, la jeunesse actuelle aime bien les travaux, les professions de très faible dépenses énergétiques. Il n'aime pas vraiment un métier comme plombier ou autre. Hein. Chez Sahalik plombier, ils vont vraiment actuellement. Hein. Mais les gardiens, il n'y a pas de souci. J'ai pas mal de voisins qui me demandent, écoutez, il y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de recrutement pour les gardiens. Franchement, je vous assure que ça devient une mode. Gardien de nuit, il est tabagique, avec un BMI de 30, puisqu'il travaille la nuit, il dort le jour, voilà. 30 kg par mètre carré. Il est hypertendu, même s'il est équilibré, mais sous trithérapie, bien sûr, avec un suivi régulier chaque 3 mois. Il n'y a pas de souci. La question qui se pose alors, pourquoi demander un profil lipidique chez lui? Puisqu'il est équilibré, voilà, on pourrait lui conseiller d'arrêter le tabagisme, de baisser son poids, d'accord? Mais en fait, on doit demander un profil lipidique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, et vous allez voir durant tout ce topo, à chaque fois, c'est émaillé par les dernières recommandations qui remontent à l'année dernière, 2019, sur la prise en charge des dyslipidémies. Parce qu'en fait, le risque, il est modifié, il est accentué, il est influencé par plusieurs paramètres, plusieurs autres situations cliniques de notre patient. Parmi les plusieurs qui sont cités dans les recommandations, je vous cite ceux qui sont présents chez notre patient. On a un patient qui est obèse, en fait. L'obésité, c'est un autre thème également. Autrefois, on parlait de BMI. Le BMI, ça ne suffit pas. Et après, on parlait de type de l'obésité, androïde, génoïde, etc. Ce n'est pas vraiment ça, mais on parle actuellement du tour de taille. Le tour de taille, vous voyez dans les dernières recommandations de la prise en charge du risque cardiovasculaire, les chiffres ont baissé encore. Hein. C'est 80 pour la femme et 94 pour l'homme. Ça ne suffit pas également le tour de taille parce que si je me fais une liposuction, est-ce que j'ai réglé le problème en diminuant le tour de taille? Ben non, je n'ai pas réglé le problème. En fait, c'est la graisse viscérale. C'est la graisse qui entoure les viscères au niveau du mésentère, etc. C'est ça qui est très, très toxique. Hein, c'est qui est toxique, qui libère les substances toxiques et qui augmente l'insulinorésistance. Donc, c'est ça qui est important. La liposuction ne règle rien. Ça serait bien l'activité physique et la diminution du poids. Et par cette méthode, on diminue le tour de taille. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, l'obésité, quel que soit son type ou son explication physiopathologique, accentue le risque de notre patient qui était déjà à haut risque. Hein, on parlera tout à l'heure. L'inactivité physique, c'est très important également actuellement. Pour ceux qui ont peut-être la chance d'assister en congrès du CISAC de la Société algérienne de cardiologie avant-hier en digital. Voilà, on a présenté la dernière séance, c'était la cardiologie du sport, et on a parlé sur l'importance de l'activité physique, que ce soit en prévention primaire ou secondaire. Vous voyez, il y a d'autres paramètres, mais qui ne sont pas chez notre patient, l'histoire familiale, par exemple, d'accidents cardiovasculaires, etc. Mais il y a d'autres également qui sont présents. Par exemple, l'HVG. À voir que c'est un patient HTA, hypertendu, obèse, sous trithérapie, sans doute qu'il possède également une hypertrophie ventriculaire gauche. L'insuffisance rénale est un facteur puissant modulateur et modificateur du risque. Et puis, il faut rechercher chez ces patients ce qu'on appelle les apnées de sommeil. C'est très important, les apnées de sommeil.
Ce sont des patients qui sont relativement obèses, avec un cou qui est court et qui ronfle la nuit, qui ronfle la nuit. Et les apnées, c'est souvent rapporté par le partenaire, pas par le patient. Le patient ne se rend pas compte. Le patient peut-être peut vous ou se plaindre notamment de l'asthénie nocturne et surtout les somnolences nocturnes, parce qu'en fait, il ne dort pas la nuit. Il n'arrive pas à récupérer avec le sommeil profond, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, puisqu'il fait à chaque fois des apnées. Et alors, la journée, il vous dit clairement, quand je conduis, je suis très somnolent. Dès que je m'assois pour regarder la télé, je dors. Dès qu'on est autour d'une table, on discute, je me dors. Parce que c'est ça, parce qu'il ne dort pas la nuit. Donc, les apnées de sommeil, il faudra les rechercher également, très important. Vous voyez, donc, on a pas mal de facteurs qui sont présents chez notre patient qui augmenteraient, au conditionnel, le risque cardiovasculaire de notre patient. C'est pour ça qu'il faudra rechercher le profil lipidique. Le profil lipidique, parce qu'il c'est parmi les facteurs les plus pourvoyeurs de l'athérosclérose. L'athérosclérose, elle diminue l'espérance de vie, ça on le sait. Dès qu'il y a une histoire d'athérosclérose chez notre patient, même si elle n'est pas symptomatique, vous voyez, ça diminue la vie de plus de 7 ans. Et dès qu'on a une histoire d'infarctus, c'est 9 ans. Et un AVC qui est associé également, c'est jusqu'à 12 ans d'espérance de vie qui sont vraiment partis dans l'air. Je ne vais pas vous gaver avec les slides que vous connaissez, que vous voyez à chaque topo, c'est-à-dire la gravité, etc. Mais je passe rapidement pour dire que cette athérosclérose est due surtout au cholestérol total d'abord. Vous voyez, à chaque augmentation du cholestérol total, il y a augmentation du nombre de décès. Mais avec le temps, on a affiné notre connaissance mieux sur les dyslipidémies. On a trouvé le coupable. Ce n'est pas seulement le cholestérol total, mais c'est surtout le LDL. Le LDL, on voit bien également, à chaque augmentation du LDL, il y a augmentation de la mortalité par les atteintes coronaires. Et vice-versa, c'est-à-dire à chaque diminution du taux de LDL, comme on voit ici, moins 10, moins 20, moins 30, je pars de la droite vers la gauche, à chaque diminution, ça diminue, ou ça augmente plutôt, le diamètre des sténoses. Et vice-versa, c'est-à-dire l'augmentation du taux de LDL réduirait le diamètre de l'artère coronaire. Je passe très rapidement sur cette plaque pour vous dire combien les travaux qui ont été faits sur le LDL et qui ont prouvé la relation du LDL avec les événements cardiovasculaires. Que ce soit en prévention primaire, comme vous voyez la ligne en bas jaune, la ligne jaune en bas, c'est la prévention primaire, et que ce soit en rouge en prévention secondaire, et qu'on parte en bas, c'est le taux de LDL. Si je pars de la droite vers la gauche, c'est-à-dire je diminue le taux de LDL, et qu'on voit que si je diminue le taux LDL, je diminue le taux des événements qui est à gauche. Donc, on voit bien qu'on diminue le taux des événements. Alors, donc il n'y a rien à dire, il faut compléter chez notre patient par un bilan lipidique. Et là, on va avancer par des questions-réponses pour rester vraiment simple, direct. Question-réponse. Quel bilan lipidique demander chez notre patient ou chez chaque patient que vous recevez? Les recommandations sont claires et pour être facile, simple, il faudra se satisfaire de 2 voire 3 paramètres. Ça suffit largement pour classer notre patient. Alors, premièrement, c'est le cholestérol total. Il doit être utilisé pour estimer le risque de notre patient. Le cholestérol total. Mais attention, faites la différence quand je parlerai tout à l'heure du traitement. Le cholestérol total ne figure pas parmi les cibles thérapeutiques. Le cholestérol total est utilisé pour stratifier le risque de notre patient. L'HDL peut être dosé, et comme vous le savez, l'HDL, c'est un facteur vraiment
protecteur. Avant l'avènement des échelles de score pour stratifier le risque de nos patients, durant les années 2000, on utilisait le nombre de facteurs de risque. Le nombre de facteurs de risque correspondant avec le taux de LDL. Et quand on trouvait un HDL supérieur à la normale, on amputait, on diminuait le nombre de facteurs de risque. C'est-à-dire, si j'ai un patient qui a 3 facteurs de risque et qui a un HDL élevé, eh ben je dis qu'il a 2 facteurs de risque. C'est comme c'est moins 1. Actuellement, c'est bien, mais il n'est pas introduit le HDL dans l'analyse et la stratification du risque de mon patient. Mais c'est bien d'avoir un patient qui a un HDL élevé et c'est bien de le conseiller probablement de tenir certaines mesures, que ce soit régime de vie et notamment régime alimentaire, afin d'améliorer son taux de HDL. Mais c'est surtout le taux de cholestérol total pour évaluer, stratifier, estimer et stratifier le risque de nos patients. Le deuxième paramètre le plus important, c'est le LDL cholestérol. Et regardez ce qu'ils vous disent. Le LDL cholestérol for screening, pour le dépistage, diagnosis and management. C'est-à-dire, c'est sur ce taux que je vais décider à traiter ou non mon patient et que je vais cibler ce taux de LDL cholestérol. Donc, le cholestérol total est très utile pour stratifier le risque de mon patient, mais le LDL, c'est non seulement pour dépister, pour stratifier, mais pour traiter également. Les triglycérides, c'est recommandé bien sûr à les faire à part entière, même comme étant de routine. Mais il faut dire que les triglycérides jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve de l'imputabilité, de l'association de l'hypertriglycéridémie et les événements cardiovasculaires. Je répète, les hypertriglycéridémies n'ont pas de preuve jusqu'aujourd'hui de leur culpabilité dans l'avènement des événements cardiovasculaires. C'est le LDL qui est responsable. Inversement, en réalité, il n'y a pas de preuve sur que le traitement de l'hypertriglycéridémie réduirait le risque cardiovasculaire. Parce que vous savez, pour dire que, ou pour définir un risque cardiovasculaire, pourquoi on dit l'HTA est un risque cardiovasculaire, dyslipidémie et risque cardiovasculaire? Pour définir un facteur de risque, il faut 7 critères. 7 critères. Alors, il y a plusieurs critères, j'en passe. Alors, il y a par exemple la chronologie. Il faut que le patient soit exposé à ce facteur de risque et après la maladie apparaît. Ce n'est pas l'inverse, par exemple. Etc., jusqu'au 7e critère qui est la réversibilité. C'est-à-dire, si je diminuerais le taux de ce facteur de risque, par conséquence, normalement, je réduirai le taux des incidences que j'ai rattachées à ce facteur de risque. Le tabagisme augmente les événements cardiovasculaires. Si je baisse ou si je fais la prévention, j'arrête le tabagisme, normalement, les événements baissent, oui. Mais ce n'est pas juste, en fait, pour certains, par exemple la CRP, etc. Même pour les triglycérides, ce n'est pas juste également. Donc, je résume. Le cholestérol total, il faut le doser pour stratifier le risque. Le LDL pour dépister, stratifier et traiter et le prendre comme cible, ainsi que le HDL pour mieux améliorer le statut de notre patient et les triglycérides également. Alors, il propose d'autres, mais franchement, c'est très difficile d'ailleurs pour les dosages à notre niveau. Ça coûte très cher et parfois c'est difficile de les appliquer. Par exemple, les non-HDL, les ApoB, les ApoA, les lipoprotéines A et lipoprotéines, etc. Vraiment, ce n'est pas extrêmement nécessaire. Vous voyez d'ailleurs, la recommandation, c'est en jaune, en 2A. Et quand la recommandation, c'est en vert, ça veut dire classe 1, ça veut dire qu'il faut le faire. Donc, c'est ça la première. Qu'est-ce qu'il faut demander? C'est ça ce qu'il faut demander principalement. Comment interpréter ce bilan? Ce bilan ne s'interprète pas
par des valeurs absolues. La valeur absolue ne rapporte pas grand-chose si elle n'est pas inculquée dans les calculatrices du risque cardiovasculaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses évaluer le risque cardiovasculaire. Donc, c'est pas la valeur absolue qui est importante, c'est l'évaluation du risque qui est importante. Et pour l'évaluation du risque, on pouvait faire tout un topo. D'ailleurs, une question qui m'était posée, on me dit on se perd entre les recommandations françaises, américaines, européennes, etc. Moi, je vous dis clairement, il faut prendre une seule, la plus proche de nous. La plus proche de nous, je ne sais pas vraiment la française, mais l'européenne, quoi. C'est l'européenne. Et d'autant plus, dans les échelles de leur score, ils incluent l'Algérie également, on va voir. Donc, si on s'amuse à appliquer l'échelle score, qu'est-ce que je dis l'échelle score? C'est-à-dire, c'est ça l'échelle score. Regardez, en haut, c'est écrit en majuscule. C'est pas le score, c'est un nom, comment dirais-je, scandinavienne, j'ai oublié, mais je pense que c'est ça, scandinavienne, étude, etc., d'évaluer le score cardiovasculaire. Hein. Score, c'est des initiales, en fait, S-C-O-R-E, d'un registre qui est très important et à partir duquel on a plutôt retiré, déduit cette échelle du score qui prend certains paramètres afin d'évaluer le score de notre patient. Les paramètres sont le sexe, comme vous voyez, homme et femme. Est-ce qu'il est fumeur ou non fumeur? Son âge, l'âge à partir de 40 ans jusqu'à 75 ans actuellement. Et puis, on a les chiffres de la tension artérielle. Et enfin, on a en bas, vous voyez, le cholestérol total. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cholestérol total est primordial pour stratifier le risque de nos patients. Et donc, dès que j'ai ces informations, j'ai pas voulu faire la gymnastique de notre patient qui est âgé de 49 ans, on le poserait ici, avec son HTA, les chiffres de sa tension artérielle, et les fumeurs, donc je le classerai ici, avec son taux de cholestérol que je n'ai pas pour le moment, et j'aurai donc son risque qui est entre inférieur à 3%, 3 à 4, 5 à 9, jusqu'à supérieur à 10%. C'est quoi ce risque? En fait, c'est le risque de développer des événements cardiovasculaires dans les 10 ans à venir. Et je prends ce pourcentage, en fait, pour après classifier mon patient. Est-ce qu'il est à haut risque, à très haut risque, à risque élevé, à risque intermédiaire ou à risque bas? Franchement, on pourrait faire un autre topo sur ça. Mais je trouve que c'est très difficile d'appliquer cela. Parce qu'il faut déjà avoir sous la main le score. Et il faut vraiment, actuellement, ça existe avec les recommandations, avec les applications sur les smartphones, ça existe. Ça reste très difficile. Exemple que vous voyez ici, c'est par exemple la catégorie de très haut risque. Un patient qui est âgé de 70 ans, qui est hypertendu, qu'il soit par exemple fumeur ou non fumeur, avec de taux de cholestérol qui est élevé. Et on a déjà de 13% par exemple, 15% en bas, la probabilité qu'il fasse des événements cardiovasculaires dans les 10 ans à venir. Autre chose que je dois attirer votre attention, regardez ce qui est écrit ici. Hein, vous voyez, bon, score chart for European population, etc. Et après, score cardiovascular risk chart. 10 years risk of fatal cardiovascular disease. Et après, qu'est-ce qui s'est écrit? High risk region of Europe. Ce score, il a été validé pour certains pays à haut risque et certains pays à bas risque. C'est-à-dire un patient qui vient de la Hongrie, j'utilise l'échelle score qui est à très haut risque, et un patient qui vient de Portugal ou de la France, j'utilise un autre score parce que ce n'est pas la même chose. Et si je vous dis l'Algérie, elle se situe où? Ben, elle est là. Regardez dans les recommandations. On a les pays à faible risque, donc chez qui il faut utiliser la charte de ce score de faible risque. Hein, par exemple, il vous montre l'Autriche,
la Belgique, Chypre, Danemark, Finlande. Il y a quelques pays nordiques où la prévention primaire commence à donner les fruits, donc sont devenus à faible risque. Et surtout les pays méditerranéens également. Le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, Malte, la France, etc. Même Israël, on voit bien qu'elle est là, la Grèce, etc. Mais les pays à haut risque, comme je soulignais en rouge, regardez l'Algérie. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et pourtant c'est des pays méditerranéens, c'est-à-dire c'est les pays où déjà, ou plutôt là où la prévention primaire n'a pas encore abouti. Donc vous voyez déjà, l'Algérie est classée parmi les pays à haut risque. C'est énorme. Alors comment simplifier pour évaluer le risque dans la vie courante? C'est-à-dire, j'aurais pas à utiliser ces calculateurs du risque. C'est-à-dire, il faut que j'ai l'application avec la connexion, etc. pour faire. Alors, le très simple, je reviens aux anciennes recommandations. Elles sont toujours valables. Elles sont toujours valables. Le très haut risque, c'est clairement celui qui a fait déjà une maladie cardiovasculaire. C'est-à-dire, si je rentre dans la prévention secondaire, c'est bon, il est à très haut risque. Un patient qui vient chez vous, qui vous dit que j'ai fait un syndrome coronaire il y a 2 ans, j'aimerais que vous me renouveliez l'ordonnance. Parce que c'est la Covid, à l'hôpital, il ne reçoit pas les patients. J'aimerais que vous me donniez l'ordonnance. Vous voyez l'ordonnance, il n'a pas de traitement, pour ne pas dire une statine, il n'a pas de traitement contre le LDL. C'est pas normal. Ben, vous lui posez la question, monsieur, mais vous n'avez pas de traitement de cholestérol, c'est pas normal parce que vous l'avez arrêté, vous l'avez pas supporté, c'est votre cardiologue qui vous l'avait qui l'a arrêté. Ben, s'il dit non, ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez avoir une statine associée à votre traitement. Vous avez fait un événement cardiovasculaire, donc d'emblée vous êtes à très haut risque. L'autre catégorie qui est très haut risque, c'est le diabétique avec atteinte d'un organe cible. Ça, c'est bon. Il vous dit, je suis diabétique, j'ai une claudication intermittente, ou bien j'ai fait la cataracte, ou bien j'ai microalbuminurie. C'est bon, c'est bon. Vous êtes à très haut risque. Et là, vous allez voir tout à l'heure qu'il faut traiter quel que soit le taux de LDL. L'insuffisance rénale également. Je reprends le score qu'on a tout à l'heure. Si vous avez la chance de calculer la probabilité d'avoir un accident cardiovasculaire dans les 10 ans et qui est supérieur à 10%, eh ben c'est très haut risque. Pour résumer, plus de 3 facteurs de risque chez un même patient, il est à très haut risque. On a un risque qui est haut. Le haut risque, c'est les dyslipidémies familiales, l'HTA sévère. Notre patient, il est équilibré certes, mais il a une HTA qui essaye d'anticiper, mais qui a essayé de revenir sur, c'est pas moi qui ai fait, bon, je sais pas, c'est la plateforme qui est. Donc notre patient qui a plus déjà de 3 facteurs de risque et qui a une HTA sévère, hein, vous voyez, il était sur trithérapie, il est déjà à très haut risque. Donc il est déjà à très haut risque. Le risque modéré, c'est généralement les diabétiques moins de 10 ans sans atteinte cardiovasculaire. Le bas risque, c'est le diabétique moins de 10 ans sans aucune atteinte cardiovasculaire. Non, pardon, le diabétique, ça reste toujours modéré. Il n'y a pas de bas risque chez le diabétique du tout. Je dis bien, il n'y a pas de bas risque chez le diabétique. Voilà, donc, simplement, je vais essayer de faire une photographie de cet algorithme dans ma tête et rapidement, j'essaierai toujours de classer mon patient dans l'une de ces catégories du risque du patient au lieu de courir vers l'application, etc. Maintenant, c'est encore plus utile d'affiner le risque de mon patient en faisant usage des échelles de score, bien sûr, mais c'est déjà pas mal ça. Je vais encore pas vers les plus feignants encore peut-être. Hein, vers le plus feignant peut-être, on peut utiliser l'ancienne méthode.
c'est-à-dire le nombre de facteurs de risque avec le taux de LDL que j'ai. Ça, c'est les seuils ou les cibles de LDL souhaitables selon le nombre de facteurs de risque. C'est-à-dire, autrement, si le taux de LDL dépasse ce seuil avec le nombre de facteurs de risque, donc je dois traiter, donc il est à haut risque. Par exemple, si j'ai un patient qui n'a aucun facteur de risque, mais qui a un taux de LDL supérieur à 1,90, ben, c'est déjà beaucoup. Si le patient il a 3 facteurs de risque, vous voyez tout à l'heure, on a dit qu'il est à haut risque, et qu'il a son taux de LDL qui dépasse le 1 g par litre, ben, il est à haut risque. Voilà. Donc, vous avez à choisir entre, je préfère celle-là, hein, un petit peu, on a le bas, le modéré, le haut risque et le très haut risque, qui est un peu plus simplifié. Le très haut risque, il est plus simple. C'est vraiment le diabétique avec atteinte d'organes cibles, l'insuffisance rénale et la prévention secondaire, c'est-à-dire un patient qui a fait déjà un événement cardiovasculaire. Le haut risque, c'est vraiment le diabétique plus de 20 ans, l'HTA sévère et les histoires familiales. Le modéré, c'est vraiment le diabétique plus de 10 ans ou moins de 10 ans plutôt, sans atteinte d'organes cibles. Le bas risque, c'est vraiment très bas risque, il n'y a pas de souci, un jeune qui n'a pas d'autres facteurs de risque. Wallah, comme je vous ai dit, c'est faire correspondre le taux de LDL avec le nombre de facteurs de risque. Et je vous assure, c'est la partie la plus difficile en fait, c'est-à-dire l'évaluation du risque. C'est la partie la plus difficile. Vous voyez tout à l'heure, qu'est-ce que je dose? C'est simple pour le bilan lipidique, c'est le cholestérol total, LDL, triglycérides plus ou moins HDL. C'est ça ce qui est la partie primordiale, très importante pour traiter le patient, c'est-à-dire l'évaluation du risque. On pourrait faire peut-être un jour un topo sur comment évaluer le risque de mon patient. C'est ça ce qui est important. Ça, c'est juste pour vous dire que la prévention secondaire, comme par exemple l'étude HPS, qui a pris des maladies, qui ont des maladies coronariennes, qui ont des maladies vasculaires ou toute autre maladie vasculaire, rien que traiter, il y a un bénéfice énorme, quel que soit le niveau du cholestérol de l'autre patient. Donc, la prévention secondaire, ça passe directement à très haut risque. Enfin, prévention secondaire, ça ne veut rien dire cette phrase, mais je veux dire, les patients qui ont fait un événement cardiovasculaire représentent directement une catégorie de patients à très haut risque. Et d'ailleurs, ça a été dit dans les recommandations, on vous dit certaines catégories de patients déclarent par eux-mêmes directement qu'ils sont à très haut risque. C'est-à-dire les patients qui ont fait un accident cardiovasculaire, les diabétiques notamment avec atteinte des organes cibles, l'hypercholestérolémie familiale, l'insuffisance rénale comme je l'ai dit, et on introduit actuellement le score calcique qui fait sa place actuellement. On peut en parler un petit jour quand on fait d'autres topos. Voilà, j'ai classifié ou stratifié le risque de mon patient et pourquoi je traite. Est-ce qu'il y a un bénéfice? Là, franchement, je passe très rapidement. Vous étiez gavé par plusieurs topos qui vous disent que si je baisse mon LDL, il y a un bénéfice. Là, je fais par exemple juste l'étude Ascot. L'étude Ascot possédait 2 bras. Un bras sur le traitement de l'hypertension artérielle, ce que vous voyez ici à gauche, c'est-à-dire l'atinolol associé au nom antiazidique, versus amlodépine associé au nom périnedopril. Et puis, il y a un deuxième bras qui est un bras, on dit LLA, c'est-à-dire lipid lowering arm, c'est-à-dire le bras de lipide. C'est-à-dire, je traite les patients par soit atorvastatin 10 mg versus placebo. Est-ce qu'il y a un bénéfice de les traiter? Eh bien, vous voyez, la diminution des infarctus myocarde non fatal ou de cardiopathie fatale était de 36%. C'est très important. Je passe pour les plusieurs études pour vous dire, pour vous présenter la méta-analyse. C'est-à-dire quand j'ai beaucoup de travaux, à un certain moment, on fait des méta-analyses, c'est-à-dire je poule, comme on dit, hein, c'est pouler, prendre une poule, c'est-à-dire tous ces patients. Et là, on voit qu'il y a 38 essais, que ce soit en prévention primaire et secondaire. Regardez,
en diminuant le cholestérol, la réduction du cholestérol, diminue non seulement la mortalité cardiovasculaire, comme on voit ici en ligne continue, ainsi que la mortalité totale, ce qu'on voit en discontinue. Donc, c'est un bénéfice qui est inédit, qui est clair, qui est net, même s'il y a plusieurs hypothèses qui disent c'est le mythe du LDL, que ça n'existe pas, etc. Il faudra vraiment rapporter de preuves que ça n'existe pas. Ça, c'est pas le topo d'aujourd'hui. Alors, d'accord, j'ai mon patient, j'ai demandé son profil lipidique. Je sais que je l'ai stratifié, je sais qu'il est à haut risque, je sais qu'il faut le traiter parce qu'il y a un bénéfice. Quand est-ce que je commence le traitement? Quand est-ce qu'il faut-il traiter? Là, c'est pareil. La décision de commencer à traiter, c'est de faire correspondre le statut de risque de mon patient au taux de LDL cette fois-ci. C'est pour ça que je vous ai suivi bien, attention tout à l'heure, hein, le cholestérol total et le LDL, quand est-ce que j'utilise ces paramètres? Je redis, le taux de cholestérol total, ça permet de stratifier le risque de mon patient, mais le taux de LDL, il est utilisé en correspondance, comme vous voyez ici à gauche, avec le risque pour proposer soit juste des règles hygiéno-diététiques ou bien entamer un traitement par des statines. Mais c'est très difficile de voir ça. Ben, je reviens à la plaque sur laquelle on a décidé, sur laquelle on a stratifié le risque de mon patient. Ben, tout simplement, si j'ai un patient qui a 2-3 facteurs de risque, par exemple, et si son LDL dépasse les 1 gramme, ben je commence à traiter. Mon patient, il a de l'obésité, il fume, il a de l'hypertension artérielle, il a déjà 3 facteurs de risque. Si jamais dans son bilan, je trouve un LDL qui est supérieur à 1 gramme, je commence à traiter. Je donne un traitement anti-dyslipidémique. Donc, c'est pour simplifier. Maintenant, vous pouvez faire recours, comme je vous disais à cela, c'est très difficile, il faut l'avoir sur l'application avec vous, etc. Mais sinon, très simplement, et ça a été diminué en fait. En 2011, c'était pas comme ça. Par exemple, au 0, c'était 2,1 ou 2,2. Un facteur de risque, c'était 1,9, etc. Ou 2006, pardon. Hein. Et là, on a baissé en fait les seuils. Vous remarquez ici, je n'ai pas dit en prévention secondaire, c'est-à-dire un patient qui a déjà des facteurs de risque, qui a fait un événement. Et regardez ce que j'ai encadré ici en rouge en bas. C'est écrit Secondary Prevention. Et dans ce cas-là, vous voyez, tout est en rouge quasiment, même en jaune, on vous dit il faut considérer un traitement, quel que soit le taux de LDL. Et il faut avoir un traitement par statine, on verra tout à l'heure. Donc, en prévention secondaire, il n'y a rien à dire. C'est indépendamment, quasiment indépendamment du taux de LDL, cholestérol. Je répète donc, je commence à traiter selon les facteurs de risque en prévention primaire, en prévention secondaire, eh ben je traite d'emblée. Quels médicaments prescrire? Que faut-il prescrire? Ben, tout simplement, ce sont les statines qui ont prouvé l'impact important sur les fractions lipidiques. Quand on voit ici, par exemple, l'impact des statines sur la diminution du cholestérol total, ça baisse du 20 jusqu'à 50%. Sur le LDL, et c'est le premier criminel, entre guillemets, dans la catégorie de dyslipidémie, c'est jusqu'à 60%. Et regardez en bas, on va parler à la fin des triglycérides, regardez de 15 à 30% également, ça baisse. Donc les statines. Pourquoi? Parce les statines, elles ont un effet pléiotrope, comme on dit. C'est-à-dire, elles agissent sur plusieurs sites, premièrement, et selon plusieurs mécanismes d'action. Le principal mécanisme, bien sûr, c'est l'inhibition de cette enzyme, hein, la flèche verte. C'est l'enzyme qui produit le LDL, en quelque sorte. Mais elle fait beaucoup d'autres choses. Elle stabilise la plaque d'athérome. Elle diminue le noyau lipidique. Elle a une action antiagrégante sur l'agrégation plaquettaire. Elle a une action sur les effets musculaires, etc., etc. C'est ce qu'on appelle un effet pléiotrope des statines. Et c'est pour ça, dans les recommandations
sur la prise en charge des dyslipidémies, regardez, quand on dit classe 1, ça veut dire c'est recommandé. Et le niveau de preuve, c'est A, ça veut dire c'est un niveau qui est fort en preuve. Et les recommandés, it's recommended to prescribe a high intensity statin. Donc vous voyez, en premier, c'est les statines qui sont indiquées. Ce n'est pas d'autres médicaments. Avant de prescrire une statine, ou même concomitamment à la prescription de statine, je fais quand même un petit coucou aux règles hygiéno-diététiques. C'est très important. Un traitement pharmacologique sans règles hygiéno-diététiques, ce n'est pas suffisant et ça ne se fait pas, ce n'est pas faisable. Les règles hygiéno-diététiques, ben non, si on peut inviter une diététicienne, on va avoir beaucoup à dire. Moi, je vais les résumer sur les 5 paramètres qui sont sur cette plaque des recommandations de l'ESC. Le tabagisme, et il faut arrêter le tabagisme, sevrage tabagique. Et la fin, on peut parler sevrage. Non, c'est pas ça. Et il faut accompagner, il faut sensibiliser et accompagner le patient. C'est surtout accompagner le patient. Il faut l'aider au sevrage. Et là, c'est toute autre chose, d'ailleurs, même des diplômes universitaires en tabacologie. En principe, il faut qu'il y ait des consultations de tabacologie. Et je pense qu'il y a une consultation de tabacologie en Abnim Soussin, c'est une première, et tant mieux, vraiment bravo. Le régime alimentaire, il n'y a rien à dire. Donc même les enfants, ils vous disent j'espère qu'ils continuent à éduquer nos enfants sur ça, c'est déjà pas mal, mais vous savez bien le régime méditerranéen, voire le régime crétois qui a prouvé son bénéfice. L'activité physique, je reviendrai là-dessus, c'est très très primordial. Vous savez, on va rentrer dans l'ère de la prescription sur ordonnance de l'activité physique. Certains pays commence à réfléchir comment rembourser en quelque sorte des heures d'activité physique, c'est-à-dire au dépend du travail. C'est-à-dire au lieu qu'il travaille de 8h à 18h, par exemple dans les pays nordiques, disons qu'il travaille 2 fois par semaine de 8h à 16h, et de 16h à 18h, il va dans une salle de sport, et l'assurance, elle va lui payer le sport. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode de prévention primaire. Parce que ce patient, s'il ne fait pas un événement cardiovasculaire dans 10 ans, c'est un problème de budget en fait de santé publique et c'est tant mieux pour la santé publique. Vous voyez, donc on va rentrer dans une ère de prescription sur ordonnance d'activité physique. Ce qui est souhaitable, c'est 30 à 60 minutes d'activité physique par jour ou bien vraiment de 4 à 6 heures par semaine. Le poids, bien sûr, avec un BMI souhaitable inférieur à 25, c'est très important, mais de préférence également, le tour de taille, comme je l'ai dit, 94 pour les hommes et 80 cm pour les femmes, ainsi que l'atteinte des objectifs thérapeutiques des autres facteurs de risque, pas seulement l'hypertension artérielle avec ses cibles, également le diabète également. Il faut baisser l'hémoglobine glycée en dessous de 7% et les autres également, facteurs de risque, tels par exemple la dyslipidémie, comme on verra tout à l'heure la cible. Donc, quand est-ce que je traite, ou plutôt, quelle molécule prescrire? C'est les statines en première. Il n'y a rien à dire. Attention, toujours, cette prescription doit être accompagnée des règles hygiéno-diététiques. Donc, à quelle statine faut-il choisir? Les statines ne se valent pas. Et pourtant, dans les recommandations de 2011, regardez ce qui a été dit par le professeur Chapman, qui est français, qui a participé à ces recommandations européennes. S'agissant du choix d'une statine, malgré les demandes de certains experts, il n'était pas possible de rentrer dans la comparaison de différentes molécules. Nous ne sommes pas là pour promouvoir un médicament plus qu'un autre. Ça, c'est une réponse aux demandes qui a été faite pour qu'il y ait dans la rédaction des recommandations, c'est-à-dire des recommandations pour telle statine ou autre. Mais, d'accord, ils ne sont pas là, mais prenons certains exemples de comparaison sur les statines. Provit, c'est une excellente étude. Regardez ce qu'elle fait. Elle compare la pravastatine, qu'on n'a pas en Algérie certes,
40 mg versus atorvastatine à 80 mg. Regardez la diminution de LDL, elle est jusqu'à 49% pour la torvastatine versus 21% pour la pravastatine. Quasiment la même chose avec la torvastatine, avec les autres médicaments. À gauche, vous avez le pourcentage de modification dans le taux de LDL, jusqu'à 35%. Avec la torvastatine et d'une manière significative, vous voyez l'étoile, la petite étoile, et le pourcentage d'atteindre la cible thérapeutique, c'est-à-dire quand je traite mon patient, il faut cibler une cible thérapeutique. Dans combien de temps je réussirai, en combien de pourcentage je réussis à atteindre la cible thérapeutique, c'est jusqu'à 70%, je réussis avec la torvastatine, ce que je ne réussis pas avec les autres médicaments. C'est important. Pas seulement la cible de LDL. Quand on regarde ici dans l'étude, c'est une étude réversale qui compare avec la pravastatine. La prava est très prescrite, par exemple, ailleurs dans les pays anglo-saxons, notamment les États-Unis. Regardez, l'effet est supplémentaire sur le cholestérol total. On commence à gauche. La torva, c'est en vert. Le cholestérol LDL. Sur l'augmentation des HDL, peut-être non, mais sur les triglycérides, les apoprotéines et la CRP, regardez, c'est toujours gagnant, en vert. Et quand on compare en fait sur ce taux de LDL avec le dosage, on prend la fluvastatine. La fluvastatine, on n'a pas le 10, on a le 40 et 80 en Algérie. Regardez, le 80, ça baisse 33% le taux de LDL. 33%. La fluvastatine à 80 mg. 33% avec la torvastatine, vous voyez, ça correspond à 5 voire 10 mg. Seulement 10 mg de torvastatine équivaut à 80 de la fluvastatine. La prava, c'est pareil. On a la simvastatine, certes à 40, elle fait 37%, c'est quasiment le 10 mg. La rosuvastatine est un peu plus forte, certes. Donc, vous voyez, avec 5 mg déjà, elle fait la 33, elle fait les 80 de fluvastatine. On peut la schématiser dans cette étude qui s'appelle l'étude Curve, qui a comparé les dosages des différentes statines. C'était avant l'avènement de la rosuvastatine. Regardez en bas, on a les doses, 10, 20, 40, 80. Si on abscisse en ordonnée, on a les différentes statines avec le taux de diminution, le pourcentage par exemple, la réduction de LDL. Vous voyez, la fluvastatine, c'est la plus faible. Quelle est la plus forte? Bien sûr, c'est la torvastatine qui est la plus forte. Dans les recommandations européennes en 2011 de dyslipidémie, ça a été reproduit, cela. Regardez, dommage, je ne peux pas faire avec l'animation, je ne sais pas. Oui, ça passe directement, je ne peux pas faire avec l'animation. La première ligne en bas, vous avez en fait en bas, en abscisse, les différentes statines et vous avez la diminution de LDL en ordonnée. Alors, la première ligne qui est en bas, je l'ai tracée moi-même. Ça, c'est moi qui ai tracé les lignes rouges, c'est moi qui les ai tracées. La ligne rouge, à gauche, tout à gauche, qui est en bas, elle correspond à 10 mg d'atorvastatine. Et si on suit cette ligne rouge qui est la plus basse, et on va vers la simvastatine, on trouve qu'elle correspondrait entre 20 et 30. Et quand on va à la fluvastatine, elle dépasse déjà les 80 mg de la fluvastatine. Quand je prends la deuxième ligne rouge en haut, je l'ai tracée à raison de 80 mg d'atorvastatine. Regardez à gauche, en jaune, c'est-à-dire atorva. Et regardez 80 en haut. À ce point, j'ai tracé cette deuxième ligne rouge. Elle correspond déjà au-delà de la simvastatine, de 80 de simvastatine, qu'on ne dispose pas, on dispose juste de 40. La fluva, on n'en parle pas, ça dépasserait largement. Et elle correspond même aux 20 mg de la rosuvastatine, c'est-à-dire la dose maximale. Du coup, la HAS, la Haute Autorité de Santé en France, par exemple, en 2010, vous disent que
les travaux identifiés dans la littérature qui comparent en fait les statines en termes de baisse de LDL nous permettent de conclure que les différentes statines ont une efficacité biologique différente en fonction des combinaisons de molécules et dosage. Et donc, à dosage identique, la fluvastatine et la pravastatine entraînent la plus faible réduction de LDL. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a une quasi-relation linéaire entre la diminution du taux de LDL et le taux des événements cardiovasculaires. Tandis que la rosuvastatine et l'atorvastatine entraînent les réductions les plus importantes. Vous voyez, la simvastatine se situe au milieu. Donc, c'est presque recommandé de prescrire de l'atorvastatine ou la rosuvastatine puisqu'elles sont les plus fortes par rapport aux statines qui sont les plus faibles, à savoir la fluvastatine et la pravastatine. Donc, on a vu quand est-ce traiter, quelle molécule prescrire, c'est les statines. Quelle statine? Ben, c'est clairement c'est l'atorva qui est la plus disponible qu'il faudra prescrire. Maintenant, à quelle dose? À quelle dose faut-il prescrire? Ben, tout simplement, je vais vous montrer les doses élevées par rapport aux doses qui sont faibles. Regardez, l'atorvastatine, on a vu tout à l'heure cette étude sur le programme TNT. L'atorvastatine à forte dose par rapport aux doses usuelles diminue plus de 17% le risque relatif de maladie cardiovasculaire. Et si je prends l'atorvastatine en elle-même, 10 mg versus 80 mg, regardez, eh bien 80 mg diminue encore plus le risque de 22%. Et pourtant, vous allez me dire, puisque l'atorvastatine, c'est une statine à forte dose, plutôt puissante, pourquoi alors forte dose que les autres? Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit, non seulement que c'est dose dépendant le taux de réduction sur le LDL, et à chaque fois le taux de LDL baisse, on baisse les événements cardiovasculaires, mais également, rappelez-vous, les effets pléotropes des statines, parce que ça n'agit pas seulement sur le LDL, mais ça agit ailleurs également. C'est-à-dire, en quelque sorte, regardez, je pars de la gauche ici, le 0, vers la dose usuelle de statine, quand je pars en abscisse. Et en haut, j'ai l'efficacité, c'est-à-dire combien ça baisse le LDL. Donc, c'est un delta. Donc, de 0 à la dose usuelle, on baisse le LDL d'un taux delta. Si je double la dose, ça sera delta plus 5%. Si je multiplie par 4 la dose, ça sera delta plus 10% de la diminution, des chances de diminution de taux de LDL. Et c'est pour ça, dans les recommandations, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je vous remontre la plaque de tout à l'heure. Et les recommandants de prescrire maqalouch barkstatine, high intensité, des doses élevées des statines, up to the highest tolerated dose, jusqu'à la dose maximale tolérée chez mon patient, afin d'atteindre la cible thérapeutique. D'accord? Afin d'atteindre la cible thérapeutique. Donc, quel traitement prescrire? C'est les statines. Quelle statine de préférence atorva? À quelle dose? À dose élevée. Ça, c'est clair. Oh, j'ai parlé beaucoup de cibles. Alors, c'est quoi cette cible? Pour quelle cible thérapeutique je vais utiliser? Là, c'est pareil. Hein. C'est un peu difficile par rapport… c'est comme l'évaluation de risque, mais je vous dis clairement et je vous simplifie énormément. Parce que regardez, je reproduis rapidement ça, c'est difficile à voir. Que ce soit en prévention primaire, la ligne en jaune qui est en bas, que ce soit en prévention secondaire, la ligne qui est en rouge en haut, les différentes études avec le taux de LDL cholestérol, ce que vous voyez en abscisse en bas, 200, 180, 160, et je baisse jusqu'à 40. Vous voyez, à chaque fois que je baisse ce taux de cholestérol, eh ben, il y a diminution de taux d'événements. Et donc, les recommandations vous disent, donc, selon le risque, est-ce qu'il est bas, est-ce qu'il est modéré, est-ce qu'il est haut en rouge ou est-ce qu'il est très haut, on vous donne, en ordonnée, les cibles thérapeutiques. Et 1,16 mg si le risque est bas. 1 mg
Je parle en milligrammes, hein, je ne parle pas en mol, hein, millimol. 1 milligramme, c'est le risque qui est modéré. 0,7, c'est le risque qui est élevé. Et 0,55 actuellement. Hein. 0,55, c'est le risque qui est très élevé. Rappelez-vous, en prévention secondaire, par exemple, un patient qui a fait déjà un AVC, c'est prévention secondaire, donc il faut avoir 0,55. Moi, je simplifie encore plus. Regardez dans une seule plaque, cette plaque. On a la prévention primaire et prévention secondaire. Dans la prévention primaire, ils vous disent diminuer chez les très hauts risques jusqu'à 0,55 ou bien quoi? Il y a une notion très importante qui est rentrée. Ou bien diminuer au moins de 50% le taux initial de son LDL. Donc, si vous avez un patient en prévention primaire qui a un taux de LDL à 1,60 et selon ce risque, vous avez décidé de traiter, eh ben, vous pouvez simplement diminuer de 50% de ce taux de LDL, de 1,60. Diminuer-le à 0,8, ça suffit largement. C'est bon. Donc ça, gardez en tête en prévention primaire, la partie la plus difficile, je l'ai dit, c'est-à-dire stratifier le risque. Maintenant, si vous avez réussi à stratifier le risque, vous avez décidé de traiter, votre cible thérapeutique serait 50% de son LDL initial. Ça suffit largement. En prévention secondaire, gardez deux choses. Ah, je préfère 0,55. Je préfère 0,55. Maintenant, si je ne peux pas, ben 50% de son taux LDL. C'est tout. C'est extrêmement facile à retenir. Je répète, en prévention primaire, j'ai décidé de traiter mon patient, je diminue 50% de son taux de LDL. En prévention secondaire, je diminue 50% de son taux initial de LDL, mais de préférence 0,55. Je vous donne un exemple. Un patient qui a fait un infarctus ablida, qu'on a traité avec angioplastie, mais que ça remonte à 5 ans. Ben, écoutez, à 5 ans, on ne se rappelle plus son taux LDL initial. Il vient à votre niveau de consultation pour renouveler son ordonnance, il vous ramène son bilan et que vous voyez qu'il a un taux de LDL à 0,90. Ben, vous lui dites d'accord, vous voyez qu'il a 20 mg d'atorvastatine. Ben, ce n'est pas encore atteint. L'objectif, j'aimerais bien atteindre 0,55, quel que soit son taux initial qui remonte à 5 ans. Donc, je suis en prévention secondaire, j'aimerais bien arriver à 0,55. Un patient qui a par exemple fait un AVC ou plutôt un infarctus il y a 4 ans, il est sous statine, mais malheureusement cette année, il a fait un AVC. C'est pire. En fait, dans les 2 ans, non, 2 ans. Il y a 2 ans. C'est-à-dire un patient qui fait un deuxième événement dans les 2 ans, alors qu'il est sous traitement sous statine, l'objectif, c'est 0,40. Donc, vous imaginez, si on baisse encore plus, c'est vraiment très, très bas. Donc, je répète, prévention primaire, 50% de son taux initial. Prévention secondaire, 50% de son taux initial, mais de préférence 0,55. C'est ça la cible, en fait. Et là, j'ai traité, donc, pour quelle durée que je vais traiter mon patient? Est-ce que si le taux, j'ai réussi à l'atteindre, la cible, pardon, est-ce que j'arrête le traitement ou non? Franchement, il n'y a pas de réponse définitive, claire dans les recommandations. Mais il y a des travaux qui ont été faits qui essayaient d'apprécier le traitement à long terme. Regardez par exemple ce registre scandinave. Qu'est-ce qu'il me montre? En bas, en abscisse, c'est les années, de 0 à 11 années. Et on va en 11 ans, l'atorvastatine, qui est en ligne discontinue, baisse mieux les événements cardiovasculaires par rapport au placebo jusqu'à 11 ans. Donc, à chaque fois que je traite, même à long terme, il y a toujours un bénéfice. Et regardez les résultats qui sont retirés de cette étude. C'était, si je me rappelle, Provit, si je me rappelle, Provit peut-être. C'est les événements ischémiques, notamment coronariens. La réduction du risque, c'est 11% la première année.
et ça part jusqu'à 36% la 6e année. Jusqu'à la 6%. C'est-à-dire, à chaque fois, on maintient plus longtemps le traitement, c'est encore plus bas, c'est bien. Pas seulement le plus longtemps, mais le plus longtemps avec, comment dirais-je, le plus longtemps, c'est avec toujours forte dose et toujours forte, un taux de LDL très bas. C'est très important. C'est très important ça. Une autre question qui est très très importante. Comment surveiller mon patient? Comment surveiller mon patient? C'est-à-dire, quand est-ce que je refais le bilan lipidique? Quand est-ce que je fais les enzymes hépatiques? Et quand est-ce que je fais les CPK? Parce que les effets secondaires majeurs qui sont exceptionnels, les deux effets secondaires des statines sont l'atteinte hépatique et l'augmentation des CPK par rhabdomyolyse. Et ils sont exceptionnels. Et il y a même récemment, il y a 15 jours, dans le congrès de l'AHA, il y a une étude qui a été publiée. Qu'est-ce qu'elle fait cette étude? C'est-à-dire elle a pris les patients qui ont des symptômes, des myalgies notamment, secondaires aux statines. On n'a pris que ces patients-là. Et là, il y a un protocole en leur donnant soit placebo et alterner entre placebo et statine. On a prouvé qu'il y a un effet, ce qu'on appelle nocebo. Nocebo. Nocebo, c'est l'inverse du placebo. Nocebo, c'est l'inverse du placebo. On a trouvé que la majeure partie des effets secondaires sont dus au placebo. Donc, vous voyez, c'est que rien que le patient ait dans sa tête cette notion qu'il va faire des myalgies ou autre chose, il peut les faire. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. L'essentiel, comment on peut surveiller? Premièrement, la mesure des lipides. À quelle fréquence les lipides doivent-ils être mesurés? Bien sûr qu'il faut les doser avant le début du traitement médicamenteux, au moins 2 dosages qui doivent être faits à intervalles d'1 à 12 semaines. Il y a certaines situations, peut-être, le patient il vous dit, peut-être j'ai abusé ces derniers mois, 2 mois de vacances, j'ai abusé, etc. Ben, je lui donne 2 semaines, je refais bilan lipidique et je vais voir. À l'exception des situations dans lesquelles un traitement médicamenteux hypolipidémiant est immédiatement envisagé, par exemple syndrome coronaire. Donc je reviens à la prévention secondaire. Dans ce cas-là, c'est immédiatement parce que ça ne m'intéresse pas le taux initial de LDL. À quelle fréquence les lipides doivent-ils être mesurés après le début du traitement? C'est-à-dire, quand est-ce que j'apprécie l'efficacité de mon traitement? Est-ce que la cible a été atteinte ou pas? C'est 8, plus ou moins 4 semaines après le début du traitement, ou bien 8 après. Et je donne l'exemple, après 8 semaines, je fais donc, je n'ai pas atteint, j'ai modifié mon traitement. Et bien pareil, après un ajustement de traitement pour atteindre l'objectif, c'est à 8 semaines, c'est 8 plus ou moins de 4 semaines. Ça peut faire les 8 plus 4, les 12 semaines, c'est-à-dire les 3 mois. C'est pour ça que chaque 3 mois, j'essaye de voir est-ce que j'ai atteint mon objectif. C'est très important. Donc, 3 mois, c'est une moyenne qui est très acceptable. Et après, à quelle fréquence les lipides et le cholestérol doivent être mesurés après que le cholestérol du patient ait atteint sa valeur? C'est généralement annuellement, une fois. Moi, je dis aux patients, c'est pas la peine. Il y a des patients qui viennent chaque 3 mois et disent le bilan. Là, on a atteint l'objectif, c'est une fois par an qu'on va contrôler. Sauf s'il y a d'autres situations un peu spécifiques, comme on a dit, un événement cardiovasculaire qui survient, etc. ou autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Quand est-ce que je dose? 2 dosages séparés entre 1 à 12 semaines la première fois. Je contrôle mon objectif dans les 8 semaines, voire plus ou moins 4 semaines. On peut dire 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Quand j'atteins mon objectif, c'est une fois par an. Par an, ça suffit largement. Il y a le problème des enzymes hépatiques qui peuvent être élevées ou qui peuvent
être élevé secondairement aux statines. Et donc, à quelle fréquence ces enzymes, les transaminases, doivent être mesurées? Bien sûr, avant traitement, il me faut un bilan hépatique. Il faut un bilan hépatique. Et puis, 8 semaines après avoir commencé le traitement, ou après avoir ajusté le traitement, c'est-à-dire augmenter la dose des statines. Après, ce n'est pas nécessaire s'il n'y a pas de signe d'appel. Si les enzymes ne sont pas élevées, les transaminases ne sont pas élevées, après 8 semaines de début de traitement, ce n'est pas obligatoire du tout de le redoser si je n'ai pas des signes d'appel, d'atteinte hépatique. Maintenant, si au début, je fais le dosage et que je trouve, elles sont élevées, les transaminases. Si elles sont élevées inférieures à 3 fois la normale, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, les statines sont métabolisées par le foie. Dans ce cas-là, il faut continuer le traitement et vérifier quand même ces enzymes, est-ce qu'elles ne se lèvent pas dans les 4 à 6 semaines à venir. Si les valeurs sont élevées plus que 3 fois la normale, et ça je vous rassure, hein, vous pouvez le faire, c'est le médecin de famille qui peut faire ce suivi. Hein, franchement, c'est très pratique. Si elles sont supérieures à 3 fois la normale, il faut arrêter les statines ou diminuer la dose. On vérifie les enzymes dans les 4-6 semaines. La reprise, si j'ai arrêté, elle sera prudente et elle sera toujours avec le contrôle des transaminases dans les 4 à 6 semaines. Ça, c'est le premier volet des transaminases. Le deuxième, on a dit les CPK. Les CPK doivent être mesurés avant le traitement, avant le début du traitement. Et si le niveau est supérieur à 4 fois cette fois-ci, autrefois nous étions à 5, actuellement c'est à 4. Et il ne faut pas commencer le traitement. Il faudra revérifier, attention. Donc vous voyez, avant la prescription de statine, il faut avoir un bilan hépatique, il faut avoir les CPK avant la prescription, sauf dans les cas d'urgente prescription comme les syndromes coronaires, je prescris d'abord et je contrôle après et je surveille après. La surveillance en routine, elle n'est pas nécessaire pour le CPK s'il n'y a pas de symptômes. Donc, je vérifie les CPK en cas de myalgie. C'est vraiment en cas de myalgie. C'est très important. Peut-être je pourrais accentuer la surveillance chez certains patients qui sont prédisposés à développer ces symptômes. Ce sont surtout les patients âgés. S'il y a des traitements qui interfèrent avec, des médicaments multiples, quand c'est vraiment, il y a beaucoup de médicaments, ou bien maladie hépatique ou rénale qui est associée. Mais sinon, ce n'est pas toujours nécessaire. Cependant, quand je vérifie si les CPK sont élevés, là, je vais voir. Si elles sont supérieures à 10 fois la normale, d'ailleurs, on a supérieur à 4 fois, c'est ça le seuil. Si inférieur à 4, il n'y a pas de souci. On verra tout à l'heure d'ailleurs. Donc, supérieur à 10, il faut arrêter le traitement. Vérifier la fonction rénale, vérifier les CPK toutes les 2 semaines et arrêter le traitement. Maintenant, si inférieur à 10, c'est selon les symptômes. Si le patient est asymptomatique, je continue le traitement et je vérifie les CPK dans les 2 à 6 semaines. S'il est symptomatique, là, j'arrête jusqu'à la normalisation. Si les CPK sont inférieurs à 4, kiff, selon les symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, je continue le traitement. J'envisagerai de contrôler les CPK. S'il y a les symptômes, là, c'est vraiment au cas par cas. Je peux diminuer les doses, je surveille également les symptômes, je peux refaire les CPK, je peux même alterner un jour sur 2. Je peux proposer prendre les statines un jour sur 2, voire 1-2 fois par semaine, comme début, jusqu'à la disparition des symptômes. Et après, je regagnerai la dose usuelle. Donc, je répète pour tout ça, un bilan hépatique et CPK, on doit l'avoir avant la prescription, sauf en cas d'urgence, prescription, par exemple, syndrome coronaire, je prescris et je contrôle dans les 4 à 6 semaines.
Le bilan hépatique, s'il est supérieur à 10 fois, on a parlé du bilan hépatique. S'il est supérieur à 3 fois, j'arrête les statines dans 4-6 semaines et je refais une reprise prudente après normalisation, voire changement de molécule. Les enzymes CPK, ce n'est pas nécessaire de les demander s'il n'y a pas de myalgie. Maintenant, s'il y a de myalgie, le seuil c'est 4. En dessous de 4, qu'il a des myalgies, je peux lui proposer 1 jour sur 2, voire 2 fois par semaine, voire changer la molécule. Supérieur à 4, entre 4 et 10, selon les symptômes, c'est pareil. Symptômes, j'arrête, je surveille, je réintroduis. Supérieur à 10, je cherche les autres causes qui peuvent augmenter également et j'arrête le traitement. Là, je vais passer sur une autre catégorie de patients. C'est le même patient, quelques mois après, il fait un syndrome coronaire qui n'est pas revascularisé. Comment gérer mon traitement hypolipémiant? Je ne parle pas des autres thérapeutiques pour syndrome, mais je parle surtout des polypémiants. Là, c'est pour vous dire le nombre de travaux qui ont été faits en matière de prévention secondaire après un syndrome coronaire. Et ce sont des études vraiment principes qui sont anciennes et qui ont un bénéfice énorme. On ne va pas les détailler. Je vais vous donner juste par exemple l'étude Miracle. Miracle, elle a introduit rapidement l'atorvastatine à 80 mg versus placebo, parce que les autres études en prévention secondaire, c'était après un certain temps. Par exemple, CARE et Lipid, elles ont utilisé, je ne me rappelle pas quelle molécule, c'est la Prava ou la Simva, mais c'était 3 mois après l'événement. HPS, c'était 6 mois après l'événement. Miracle, c'est tout de suite. Et Atorva à 80 mg. Le résultat, c'est que diminution du critère primaire qui est la mortalité globale et cardiovasculaire de 17 à 14%. Pas seulement ça, diminution de nouvelles hospitalisations, toujours d'une manière significative, de 8 à 6%. Diminution des crises cardiaques mortelles et non mortelles de 1,6 à 0,8. Vous voyez, c'est 50%. Le risque relatif est diminué de 50%. Et ça, c'est très important, donc après la prévention secondaire. Et c'est-à-dire que je maintiens le traitement qui a été prescrit pour cette hypertendue à très haut risque avant l'avènement du syndrome coronaire. Et même après, je le maintiens pas seulement, mais surtout avec une baisse de LDL cholestérol d'une manière très importante. Regardez ici, le LDL entre 0,8 et 1 g, entre 0,6 et 0,80 en haut, 0,4, 0,60 et même inférieur à 0,40. Vous voyez, chaque fois, la baisse de LDL est importante en prévention secondaire. Comme je le dis actuellement, c'est jusqu'à 0,55 de prévention secondaire. Plus c'est meilleur. Et pour arriver à cet objectif, il faut utiliser les fortes doses. Quand vous voyez ici, par exemple, forte dose, meilleur résultat à gauche ou moins bon résultat. C'est toujours meilleur résultat avec les fortes doses. Et ceci pour les décès coronaires et tout événement cardiovasculaire, les décès coronaires et édème, décès cardiovasculaires et même en mortalité totale, et notamment les AVC également. Donc, chez notre patient, il faudra maintenir, bien sûr, la prescription de la statine, notamment la torvastatine, et à très forte dose, et pour atteindre un objectif de LDL qui est très bas. Je terminerai vraiment avec cette plaque des cas particuliers. Si votre patient présente dans son bilan LDL une hypertriglycéridémie qui est associée, ben, tout simplement, c'est une statine qu'il faudra prescrire d'abord. On a vu tout à l'heure, par exemple, la statine diminue jusqu'à 20-25% de trop de triglycérides. C'est la statine qu'il faut prescrire parce que mon objectif, c'est le LDL. La statine, c'est en secondaire. Les triglycérides, c'est en secondaire. Pardon. Et donc, vous voyez bien dans les recommandations, c'est traitement par statine qui est recommandé comme première drogue de choix pour réduire le risque cardiovasculaire des patients avec des hypertriglycéridémies qui dépassent les 2 grammes
2 grammes par litre. Pardon. Donc, vous voyez, donc, même si j'ai une hypertriglycéridémie qui est associée, ça serait la statine qui est indiquée. Maintenant, si la statine ne réussit pas à atteindre l'objectif en matière de l'hypertriglycéridémie, c'est-à-dire en dessous de 1,5 g par litre, dans ce cas-là, ils vous disent phenofibrate peut être considéré en combinaison avec la statine, en association avec la statine, avec surveillance accrue des CPK, etc., et bilan hépatique, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est en 2B. Vous imaginez, ce n'est pas 2A, c'est 2B, c'est-à-dire vraiment preuve vraiment basse. Et enfin, l'AIT, pourquoi j'ai fait ça? L'AIT est considéré à très haut risque également. Un AIT, c'est considéré à très haut risque et c'est pour ça qu'il faut indiquer d'emblée le traitement par une statine. Vous voyez, c'est une classe 1A et il faut vraiment traiter d'emblée par statine ces patients qui présentent un AIT parce que, attention, c'est un très haut risque. Voilà. Donc, pour résumer, j'ai fait juste une histoire de la bedaine, donc attention au poids, c'est très important. Donc, j'ai résumé pour mon autre patient, pour vous dire tout simplement pourquoi doser les lipides, pourquoi traiter, comment interpréter les lipides, c'est surtout l'évaluation du risque. Quand est-ce que je commence le traitement? Quels médicaments prescrire? On a vu les différentes. Ce sont les statines. Quelles statines donner? On a vu les meilleures. À quelle cible, ou plutôt à quelle dose pour atteindre quelle cible? Et enfin, jusqu'à quand je traite, c'est-à-dire la longévité, le plus longtemps possible. J'ai essayé de faire comme ça, question-réponse. C'est pour simplifier. Mais je vous assure que ce topo peut être divisé, peut être fractionné en jusqu'à 8 voire 10 topos pour parler une heure ou plus sur chaque thème. J'espère que le message est passé. Je remercie toute l'assistance pour leur écoute et je suis là pour répondre à toutes les questions. À vous les modérateurs. Merci beaucoup, professeur, avec Saha. Ça a été très bénéfique. Si on pourra aussi organiser une deuxième, voire une troisième séance. Comme ça, vous aurez le temps de bien expliquer. Donc, on va s'organiser après pour de nouveaux rendez-vous, Inch'Allah. Donc, pour les questions, pour le moment, nous n'avons pas reçu de questions. Donc, je ne sais pas si on doit attendre un moment. On est là, pas de souci. Alors, j'ai envoyé, j'ai essayé d'écrire comme ça. je sais pas, moi j'ai cliqué sur le chat, il y a plein de questions. Ou bien c'est des... Vous avez des questions, professeur? Bah, Peut-être, j'en vois plein de questions. Je sais pas ce que c'est des questions, des commentaires. Bah, je vais essayer de lire. Hein. Y oui. a-t-il contre-indication à la statine si le patient Voilà. est déjà sous lévothyrox? Bon, ça saute. Y a-t-il contre-indication à la statine si... Attends, je vais la retrouver la question. S'il y a prescription de lévothyrox? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, l'hypothyroïdie, c'est une source de dyslipidémie, d'hyperlipidémie. Donc, au contraire. Et puis, il n'y a même pas d'interaction. Les médicaments qui interagissent avec les statines sont, en matière de cardiaque, c'est les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs calciques. Et puis, surtout, c'est les antifongiques qu'il faudra éviter. Les antifongiques, c'est les conazoles. Mais, kétoconazole, etc. C'est ça qui font de grandes interactions avec les statines. C'est ça qu'il faudra éviter ou faire attention. Peut-être même s'il faut un traitement par l'antifongique, peut-être faire une fenêtre avec les statines et puis reprendre les statines après. Mais les lévothyrox, non. Statine et limite d'âge chez le sujet âgé. Il n'y a pas limite d'âge. C'est des excellentes questions, attention. Il n'y a pas limite d'âge, mais l'âge, comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet âgé, il faudra surveiller surtout le bilan, plutôt les CPK+. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose,
récemment une méta-analyse qui est excellente pour initier un traitement pour un patient supérieur à 75 ans, il faut qu'il y ait l'espérance de vie supérieure à 2 ans. Je vous donne un exemple, un patient de 78 ans qui fait une chimiothérapie par exemple, il fait un syndrome coronaire, c'est pas prouvé que la statine va apporter un bénéfice si l'espérance de vie est moins de 2 ans. Parce que c'est ça en fait, l'effet de statine, il a l'effet immédiat, mais le grand effet, comme je vous ai montré tout à l'heure, à 6 ans, c'est 36% des événements cardiovasculaires. Donc pour l'âge, il faudra suivre les enzymes, notamment les CPK, d'une manière plus régulière, plus fréquente, et avec une espérance de vie pour commencer. Mais si le patient il a commencé le traitement pour une cardiopathie ou le risque à 68 ans, mais à 80 ans, non, pas du tout. Je continue. Pour débuter un traitement par statine à un âge supérieur à 75 ans, au moins qu'il y ait l'espérance de vie supérieure à 2 ans. Voilà. Est-ce que le fait de diminuer le LDL diminue la sténose déjà existante? Ça, c'est prouvé dans l'étude Reversal qui a étudié 40 mg, si je me rappelle, versus 80 mg d'atorvastatine. Oui, ça permet de réduire, mais d'une manière, bon, on ne va pas dire qu'elle va faire disparaître la sténose. L'athérosclérose, c'est quasiment irréversible, mais c'est prouvé avec l'IVUS, c'est-à-dire l'échographie endocoronaire, que la superficie, la lumière de la sténose augmenterait avec les statines, ça permet. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Quand on donne un médicament, notre objectif, c'est un objectif dur sur la mortalité. L'essentiel, c'est qu'elle diminue la mortalité, ce n'est pas la sténose, l'essentiel. Parce que la sténose, ce n'est pas ça qui va la tuer, c'est l'événement de l'athérothrombose. C'est l'événement de la thrombose qui va tuer notre patient. Et la statine stabilise cette plaque afin d'éviter les événements cardiovasculaires. C'est ça le plus important en fait. HTI diabète 2 avec un bilan lipidique correct. Chaque année sera-t-il dispensé de statine? Ça ne suffit pas. Là, franchement, je reviens à la catégorie. Il faut vraiment qu'on organise une séance sur la stratification du risque. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Si vous me dites HTA, grade 3, sévère, c'est déjà à haut risque. Et dans ce cas-là, je vais voir son cholestérol total pour évaluer le risque total. Donc, c'est important, mes chers, parce que le taux de cholestérol est correct. Vous voyez le score avec la valeur absolue à correspondre à mon patient. Donc, c'est très important. N'hésite pas autre chose. Le diabète type 2, supérieur à 20 ans avec une atteinte d'un organe cible, je m'en fous de son taux de cholestérol. Il est d'emblée considéré à très haut risque. Donc là, il faut une statine. Donc, vous voyez, ça ne suffit pas comme ça. Je vous ai dit, c'est ça ce qui est compliqué de plus en plus, c'est-à-dire la stratification du risque. Donc, un diabète type 2 supérieur à 20 ans avec une rétinopathie, par exemple, ou là avec microalbuminurie, oui, il faut une statine, quel que soit son taux de LDL. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question, ce n'est pas une réponse univoque. Je suis désolé, donc HTI diabète 2 avec un bilan lipidique correct, est-ce qu'il dispense des statines? C'est pas comme ça, non. Il faut évaluer toujours son risque. Et si ce diabète dépasse les 20 ans avec une atteinte des organes cibles, oui, il faut une statine. C'est un diabète moins de 10 ans avec un bilan lipidique correct sans atteinte des organes libres, oui, peut-être il ne faut pas. Donc, c'est selon l'évaluation du risque. Ça, c'est de Youssef, c'est ça. Quel objectif pour son LDL cholestérol? Ça, je pense qu'il a posé la question avant qu'on avance dans le topo. Je pense que j'ai parlé des différents objectifs. Je récapitule les objectifs. Prévention primaire, au moins 50% de son taux de LDL primaire avant le traitement. Prévention secondaire, rappelez-vous, 0,55. On a 0,55 de cas. Ou bien au moins 50%. Voilà, au moins 50% de son. Peut-être comme l'exemple, un patient qui a fait 5 ans un infarctus, je ne peux pas me rappeler de son taux de LDL initial. Je vois d'OCA, s'il n'a pas encore 0,55, je vais essayer d'arriver à 0,55. Qu'en est-il de l'exercice physique versus statine? Je ne connais pas de travaux qui ont fait ça, même si je fais la cardiologie du sport, qui ont comparé l'exercice physique versus statine. Je dirais deux attitudes complémentaires. Statine, je l'ai dit tout à l'heure, statine sont les règles hygiéno-diététiques, ça ne veut rien dire.
Non, ça ne veut rien dire un traitement. Moi, personnellement, qui met de l'ordonnance pour le patient, je vous assure que c'est ce que je lui dis. L'ordonnance, c'est 50%. Les autres 50%, le respect, l'adhérence au traitement, le contrôle des facteurs de risque, l'activité physique. Ça, ما فيهاش هكذا نقول لهم هاكو l'ordonnance c'est 50%. Les autres عندك l'adhérence au traitement, le contrôle des facteurs de risque, إذا عندك l'attention إذا ما لحقتش les objectifs, ça sert à rien. إذا راك تكيف وما حبستش, ça sert à rien. Et puis troisièmement, c'est l'activité physique, ça c'est très important, il n'y a rien à dire. Donc je pense que c'est deux plutôt complémentaires, ماشي exercice versus statine. Ou là, peut-être qu'il y a, mais je ne sais pas. À ma connaissance, il n'y a pas des études qui ont comparé l'exercice physique versus statine. Il y a des traitements sur longueur, l'exercice physique versus angioplastie. On a trouvé quasiment kiff-kiff. Hein. L'exercice physique plus traitement habituel versus, non, c'est kiff-kiff. Mihoubi de Boumerdes, salut. Il nous arrive de voir des patients très obèses, obésité viscérale, BMI supérieur à 35. Fahad, vous me donnez le temps de répondre à toutes les questions, il n'y a pas de souci? À votre convenance, professeur. Ah, on est à la maison, hein, c'est ça l'intérêt des webinaires. Hein, on reste, c'est pas peut-être un peu moche. À votre aise, professeur. Hein. L'assistance, je suppose que chacun a fait d'arrêt, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous ai dit au moins 18h, 19h, c'est mieux. Moi, il n'y a pas de souci, je suis à la maison. Alors, merci. Alors là, il y a aussi une question où là, vous répondez à la question de Dr Mihoubi. C'est ça ce que je suis en train de faire, je suppose, je pense progressivement, peut-être j'arriverai. Oui, c'est ça. Mihoubi, oui, ils vous disent des patients très obèses, obésité viscérale, BMI 35 avec un bilan lipoprotéique normal. Comment expliquer cela? Tant mieux sur lui. L'explication, c'est simple, parce qu'en fait, la graisse viscérale, c'est le lieu de stockage. C'est le lieu de stockage. Donc, si vous avez vraiment un bilan lipidique qui est important, c'est que non seulement le lieu de stockage est saturé, et ça déverse sur la circulation sanguine. Donc, c'est pour ça, vous m'attirez vraiment une note importante, l'intérêt de l'activité physique. Beaucoup de gens, ou peut-être la totalité des gens, y compris nous à un certain moment, quand on fait le sport, l'objectif c'est pour diminuer le poids. Si je ne diminue pas le poids, on va dire je fais 2 ans de sport, on m'a dit non. L'intérêt de l'activité physique est indépendante de la baisse du poids. Donc, probablement, ce sont des marcheurs ou bien des sportifs. C'est-à-dire, ils font du sport, ils ont un bilan lipidique correct, même s'ils n'ont pas baissé le poids. Et c'est important. Et c'est ça l'intérêt de l'activité physique. L'activité physique, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas de diminution de poids, elle normalise en fait les autres, entre guillemets, facteurs de risque ou marqueurs de risque. Elle normalise les bilans lipidiques, etc. Donc, c'est ça ce que je dis, par exemple, aux patients qui viennent me dire quel régime que je dois faire. Je leur dis, si vous faites du sport, mangez ce que vous voulez. Dire bark sport. Parce que c'est ça, c'est l'équilibre, la balance énergétique qui est importante. Je suppose ça. Probablement, il y a d'autres explications physiopathologiques qu'il faudra rechercher après pour vous rendre une réponse exacte. Mais ça a attiré mon attention sur l'activité physique. Essayez de chercher avec ces patients que vous dites ils sont obèses avec un bilan lipidique correct, probablement, mais la voiture, ils prennent les transports publics, ils marchent pour aller à leur travail, lieu de travail, etc., ou ils font du sport tout simplement. Une autre question. Allez-y. Alors là, il y a l'intérêt de l'association statine azétimide versus statine fibrate. Quelle que soit la dyslipidémie, et les statines sont insuffisantes. Très bien, très bien. Non, ça c'est clair, je n'ai pas voulu donner les autres plaques dans les recommandations, c'est clair dans les recommandations. Ils vous disent, si l'objectif n'est pas atteint pour le LDL, que ce soit en prévention primaire ou secondaire, la deuxième chose qu'il faudra faire, c'est l'associer à l'ézetimibe. Ça, c'est la première étape. Et enfin, si avec les deux qui ne sont pas efficaces, ça sera la nouvelle molécule qui n'est pas encore disponible, c'est les inhibiteurs de PCSK9. Là, c'est l'intérêt de l'association statine-ézetimibe. Mais il a dit statine phenofibrate ou fibrate, ça c'est pour vraiment l'association quand je n'ai pas atteint l'objectif pour les triglycérides. Donc, c'est vraiment séparer les deux. Statine, si l'objectif est atteint, que ce soit
quelle que soit la dyslipidémie, tant mieux. Si l'objectif n'est pas atteint pour le LDL, ça sera l'ézetimibe, et après, ce sera les inhibiteurs de PCSK9. Maintenant, si l'objectif est atteint, par exemple, pour le LDL, mais il n'est pas pour le triglycéride, c'est là où je vais associer les phenofibrates. Donc, phenofibrates, c'est seulement pour les triglycérides. Voilà. Et pour mon objectif de LDL en général, c'est statine d'abord, à très forte dose, jusqu'à la dose tolérée, BAD plus ézetimibe. Tu continues ou je continue Alors, LDH après Covid, la double de la normale. Doit-on s'inquiéter et d'en traiter en attendant la normalisation? Il a dit le LDH, l'augmentation du LDH, je n'ai pas compris, peut-être il veut dire LDL après une Covid. Il y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de relation directe entre la Covid actuellement, mais peut-être parce que la majorité des patients ont arrêté leur traitement. Et ce qui est prouvé actuellement, le traitement cardiologique, y compris les statines, ne doivent pas être arrêtés durant la Covid. Et donc, il faudra traiter, attendre la normalisation. Il faudra traiter, doit-on s'inquiéter et donc traiter ou attendre la normalisation? Je ne sais pas ce qu'il veut dire LDH ou bien LDL, ou bien il veut dire le bilan hépatique. Jamila, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Peut-être bilan hépatique. Elle voulait dire peut-être le bilan hépatique. Là, je n'ai pas bien saisi la question. Je suis vraiment désolé, Jamila. Quand faut-il arrêter les statines en général? Les statines en général, c'est ça. Hein. C'est les myalgies avec les enzymes sont élevées. C'est quasiment le seul où il faut vraiment arrêter. Ou bien allergies, si elles sont connues, allergies à des statines, ou bien tout simplement des myalgies qui sont rattachées vraiment, c'est-à-dire après arrêt, réintroduction, réélévation des enzymes, changement de molécules, kiff-kiff. Donc dans ce cas-là, il faut les arrêter. Sinon, il n'y a pas de limite où il faut arrêter. Femme 51 ans avec insuffisance rénale chronique, voilà 42 mm par minute, HDA secondaire à une polykystose rénale, hépatorénale, traitée par Aprovel et Lopressor, qui présente cholestérol total 2,28, LDL 1,55, triglycérides 1,55, quelle conduite à tenir? Directement, je vous répondrai statine. Pourquoi? Doc, celui qui a posé la question. Statine, il n'y a pas de contre-indication absolue et contraire même, chez les insuffisants rénaux, il faudra prescrire. Hein. Il y a des études, des programmes qui sont faits spécialement pour l'insuffisance rénale, les insuffisances rénales. Ce que vous dites très important, c'est que HTA et insuffisant rénal, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'insuffisance rénale est considéré d'emblée comme à très haut risque. Et non seulement avec ça, il a un LDL qui est à 1,55. Donc, si je prends quand même 2, voire 3 facteurs de risque, avec un LDL qui est supérieur à 1 gramme, de moi, oui. De loin, oui. C'est un patient à haut risque de développer un accident cardiovasculaire. Et si on s'amuserait à le classer dans score, etc., je parierais qu'il serait dans la catégorie entre 5 et 10% dans le score. Et quand je rapporte sur la catégorie de risque, il est au moins à haut risque. Si ce n'est pas à très haut risque, au moins à haut risque. Le seuil de 0,7 de LDL, c'est très haut risque. C'est le très haut risque. Je n'ai pas compris. C'est Ahmed. Le seuil de 0,7 LDL, c'est le très haut risque. Le très haut risque, oui, pas en prévention secondaire. Je peux arriver à 0,7, oui. Mais au moins 50% qui m'a le comorbilat. Mais si vous arriverez à 0,7, c'est tant mieux. Voilà. Si vous ne pouvez pas, au moins 0,50% de son taux de LDL primaire. Sur quels critères choisir une statine plutôt qu'une autre, ou est-ce qu'elles se valent toutes en réalité? Je suppose que la question a été posée avant que j'avance dans le topo. Je suppose que j'ai fait une belle comparaison entre les statines, hein, Mohamed Saïd. L'autre fait, existe-t-il une inertie de prescription des statines de la part des médecins prescripteurs? Très fortement et très probablement, oui. Là, je le dis clairement, et même de la part des cardiologues. Oui, il y a une inertie de prescription, c'est-à-dire on n'augmente pas les doses quand il n'y a pas atteinte de l'objectif. Ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous, l'autre fille. Donc, il ne faut pas hésiter à augmenter les doses. Et si ça devient
insuffisant, il faut associer à l'ézétimib, par exemple, etc. Il faut réussir à arriver à l'objectif. Myopie qui est très actif. Pensez-vous qu'une hyperlipidémie chez un sujet âgé plus de 80 ans sans antécédent d'événements cardiovasculaires doit être traitée, sachant que l'hypolipidémie chez ces patients très âgés est plus néfaste qu'une hyperlipidémie d'après les gériatres? Ben, je viens de le dire tout à l'heure, peut-être voilà des questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Après 75 ans, si vous voyez le score s'est arrêté à 75 ans. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est vraiment 75 ans. Et après 75 ans, il faut qu'il y ait par exemple un événement cardiovasculaire avec une espérance de vie supérieure à 2 ans pour traiter. S'il n'y a pas d'événement cardiovasculaire, je suis d'accord qu'il ne faut pas traiter les hyperlipidémies sans événement cardiovasculaire. Je suis d'accord qu'il m'a coûté essayez de voir 75 ans. Le score, c'est 75 ans. Allez-y, comment ça va bien, si vous voulez poser des questions ou lire durée du traitement par les statines chez une patiente, chez un patient, comme je l'ai dit, Rabea, c'est vraiment le plus longtemps possible. C'est prouvé. À chaque fois, la durée du traitement est plus longtemps, le bénéfice est élevé. Le traitement par statine, une fois institué, est-il définitif? C'est ce que je dis. Le bénéfice est quasi définitif. S'il y a des questions plus pertinentes, Fahad, allez-y. Il y a moins de questions maintenant. Merci beaucoup. Il y a professeur. Merci pour votre très précis présentation. Inch'Allah, nous allons organiser une deuxième séance, Inch'Allah, pour prochainement, comme ça tout le monde pourra en profiter une deuxième fois, Inch'Allah, de vous. Avec ça, professeur. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je reçois des messages pour des amis qui disent ne savions pas pourquoi nous n'étions pas invités. Il n'y a pas de souci. Pour la prochaine, Inch'Allah, ils y seront, Inch'Allah. Ils ont même l'image qui a été diffusée sur la formation continue, c'est ça. Ah, ça, c'est pas mon topo, ça. L'intérêt de la torvastatine dans la prévention cardiovasculaire. Ah bon, vous avez changé mon titre. Ouais. Ah, le titre? Vous avez changé mon titre, Fahad. Je viens de voir un ami qui me dit pourquoi je ne suis pas invité. Ça a été diffusé dans formation médicale continue. On va organiser, Inch'Allah, une deuxième séance. Ça sera que ce soit cette semaine ou bien la semaine prochaine, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Je suis disposé, il n'y a pas de souci. Avec ça, c'est pour ça que j'ai pris le titre, j'ai dit statine, indication et maniabilité. Je suppose on va essayer de rester oui, c'est surtout pour démystifier la prescription des statines et la vulgariser, notamment en médecine générale. C'est très important. Il n'y a pas de souci, Donc, avec ça, professeur, donc je vous ai envoyé déjà le lien pour demain, donc pour le webinaire de diabétologie, donc qui va se dérouler, Inch'Allah, à partir de 18h. Je tiens aussi à remercier l'association Hakim pour le travail qu'ils ont fait. Et avec comme ça, vous étiez à la hauteur. Vous êtes toujours présent, vous êtes toujours actif. Et avec comme ça, je laisse la parole à Fahd peut-être pour dire le dernier mot et on va clôturer. Jar pour sa disponibilité, sa communication exhaustive. Et je remercie aussi la disponibilité de l'association Hakim et aussi les médecins qui ont participé à ce webinaire. Et je réinviterai aussi les médecins qui ont assisté aujourd'hui et même d'autres pour un deuxième webinaire de diabétologie qui va se dérouler demain à 18h. Avec Dr Barousse. Bonne soirée. Bonne soirée avec ça, professeur. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt, Inch'Allah. Merci, bonne continuation. Bonne soirée à tout le monde. Et protégez-vous, la Covid, elle est toujours là.